consultation politique initiée par le président de la République démocratique du Congo. Plusieurs acteurs politiques ont défilé devant les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République. Où en est-on avec cette démarche? Le président de la République est annoncé ici à Lubumbashi. Nous parlons également de l'objet de sa mission, l'opération Dobo, lancée ici dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo il y a peu par le VPM de l'intérieur. Quel défi majeur pour cette opération après Kinshasa et tant d'autres villes qui ont connu la même opération. Nous en parlons tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de choisir HK6 Télévision pour ce énième numéro de Face à la presse. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Christian, bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Henri Paul Igwabi. Il est au cadre de l'AFDC, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. D'entrée des jeux, quel est l'état de santé de votre formation politique? Enfin, notre parti politique, notre regroupement politique, l'AFDCA, avec notre autorité morale Bahati Lukwebo, la santé est bonne, très bonne, et nous pensons que nous sommes sur terrain, et nous sommes dans l'Union sacrée, nous accompagnons Fachi, le président de la République, et nous sommes dans les institutions qui gèrent la République. Nous contribuons donc substantiellement à la gestion de la chose publique. Donc le parti va très bien, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Nous avons vu votre autorité morale être reçue par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République dans le cadre de consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Mais à l'issue, on l'a suivi, visiblement, il n'est mise que sur le poids politique qui doit être pratiquement de vigueur lors de la sortie de la prochaine équipe gouvernementale. Oh, bon, je pense que c'est ça normalement, parce que en effet nous sommes en démocratie. Et la démocratie veut dire aussi la voix du peuple. Eh bien, si donc nous avons la majorité, la deuxième force de la majorité présidentielle, la deuxième force au niveau de l'Assemblée, au niveau des institutions, des élus, sur le plan national, nous sommes donc, nous avons une voix importante à exprimer, et donc nous devons être pris en compte. Pourquoi vous vous lamentez? La FDC c'est lamente un peu trop, l'UDPS n'a pas parlé du poids politique. Pourtant, elle, qui constitue la majorité, vous venez en deuxième position. Pourquoi il n'y a que AFDC qui doit vouloir à tout prix que l'équité soit observée lors de la prochaine équipe gouvernementale? Pourquoi seulement? Vous avez bien dit l'équité. Vous avez bien dit l'équité. L'équité doit être respectée. Nous sommes dans un pays de droit, n'est-ce pas? Et tout est consigné dans les textes, dans les règlements de l'intérieur de l'Assemblée et partout. Et donc, nous ne nous lamentons pas, nous réclamons qu'il y ait un droit pour nous. Et cela doit se savoir, parce que nous avons battu campagne et ce sont nos élus qui sont majoritaires et que donc on ne peut pas s'en passer. C'est la loi de la démocratie. On ne se lamente pas, on ne fait qu'exhiber notre force, parce qu'en politique, c'est la visibilité. En politique, c'est la majorité. Et voilà donc. Alors, monsieur Henri, apparemment, on dit des FDC de vouloir se présenter comme un parti politique gourmand, du moment où, ici, vous venez de dire, de répondre à la question de confrère Moutiampa, comme quoi votre formation politique se porte bien au sein de l'Union sacrée. Est-ce pas une contradiction, parce que c'est pas seulement aujourd'hui que vous avez commencé à réclamer que vous soyez servi à la hauteur? On a vu, depuis que vous êtes à l'Union sacrée, vous êtes insatisfait, alors que vous avez des ministres, vous êtes dans les institutions et vous occupez des places de choix. Mais pourquoi continuez-vous justement à continuer à vous alimenter? Ça, c'est la première des questions.
Deuxième des questions, est-ce que c'était le moment propice justement pour que l'AFDC puisse continuer à parler à haute voix, réclamant son poids politique, alors que nous sommes dans une période spécifique? Bon, au fait, on ne se lamente pas, on n'est pas gourmand, mais on réclame un droit. Eh bien, si nous ne le réclamons pas, personne qui le fera à notre place. J'ai bien dit, nous sommes dans les institutions, mais nous réclamons mieux, parce que nous pensons que nous valons encore mieux et davantage. Mais pourquoi ne pas réclamer mieux quand il s'agit des intérêts communs de la République? Comme quoi? Non, il y a beaucoup de situations auxquelles l'AFDC n'a pas pu relever la tête. Comme quoi? Mais il y a peu ici, avec tout lorsqu'il y a eu ici l'agression rwandaise, l'AFDC est resté à tes yeux en tant que parti politique. Là, vous n'avez pas réclamé le poids comme pour dire vous êtes prêt à... De toutes les autorités actuelles du pays, il n'y a que l'autorité morale Bati Lukwebo qui est encore là, actif, et qui a été là depuis la première invasion rwandaise. Et nous étions encore société là, civile. Mais c'est montrer être prêt à... C'est ça. Justement, mais oui, le problème. Il est à l'œuvre, nous sommes à l'œuvre contre l'agression. Nous parlons, nous agissons avec nos populations, nos membres de l'Union de la FDC. Eh bien, nous interagissons avec le pouvoir pour bouter dehors l'ennemi. Vous voyez? Et Bati est la première, Bati, donc l'autorité morale de la FDC, est la première personne qui avait déjà dit à Goma, vous avez suivi, qu'il fallait que le peuple, les jeunes, s'enrôlent dans l'armée. Il est le premier, bien avant, il est le premier à dire tout haut que la MONUSCO ne foutait rien du tout et qu'il fallait qu'ils partent parce qu'ils ne font qu'attiser la guerre. Vous voyez? Mais à ce moment-là, personne ne le croyait. Aujourd'hui, maintenant, on commence à en parler alors que c'est lui qui était au début de tout ça. Vous voyez? Monsieur Henry, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, justement par rapport à cette question qui pose polémique, vous avez été au FCC, vous êtes parti de FCC, vous à FDC, justement comme quoi vous n'étiez pas servi à la hauteur de vos attentes avec Tshisekedi aujourd'hui, 6 ans après au pouvoir, vous ne faites que chanter la même chanson. Quelles sont réellement vos attentes, justement, en faisant la politique? On ne cessera pas de chanter, de réclamer. On ne cessera pas pour autant que la justice redistributive ne sera pas observée. Nous sommes en démocratie et il y a la loi de l'équité et de la morale qui doit être observée pour qu'il y ait la calmie, pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'il y ait la bonne gouvernance en effet. Vous voyez? Donc, mais qu'est-ce que vous en faites justement en ce qui concerne la notion de concession en tant que formation politique? Non, vous n'êtes pas seul c'est-à-dire il y a une loi... Vous ne pouvez pas concéder avec les autres pour que les autres soient aussi servis. Ce que vous ignorez, c'est qu'il y a une loi de répartition équitable qui existe au sein, à l'époque dans FCC, aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il y a une loi de répartition équitable qui existe, qui doit être observée. Et nous battons tambour pour que cela soit observé, pour éviter des pleurs par-ci par-là. Donc vous reconnaissez que l'équité ne serait peut-être pas de mise. Non, c'est-à-dire... S'il faut tenir compte des poids politiques dans le gouvernement, il y a Constant Moutamba, combien d'élus a-t-il produit? Donc... peut-on comprendre qu'il y a des choses... Non, c'est-à-dire qu'il y a la discrétion du chef, la loi de la discrétion du chef, il a la préséance, n'est-ce pas, par rapport à l'équité, l'équilibre qui doit exister. Néanmoins, nous étant la deuxième force, disons, de la République, sur le plan des élus, au niveau national, nous pensons que nous méritons mieux et nous ne cesserons pas de réclamer cela, parce que c'est un droit qui vient du peuple. Or, le peuple est souverain, vous voyez? Donc, mais sinon, on ne force pas outre mesure. Est-ce qu'on peut comprendre on comprendrait pourquoi le président, n'est-ce pas, peut choisir quelqu'un en dehors même de l'Union sacrée, parce qu'en fait, il est le chef, le père de la nation, le chef suprême dans notre pays. Dans le prochain gouvernement, la FDC attend à être servie conséquemment. Bien sûr, mais là, nous sommes dans d'autres contextes. Voilà, les contextes. Le contexte de la guerre, et nous pensons que l'équilibre devra toujours être respecté, non seulement avec les partis politiques au pouvoir,
mais aussi avec les autres partis qui ne sont pas au pouvoir, les autres groupes ou associations et autres personnalités que le président jugera mieux après les consultations, parce qu'en effet, tout le monde a été consulté, tout le monde a été invité pour être consulté. Il y en a ceux qui n'ont pas répondu à cette invitation-là, notamment Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Matata Pogno, les acteurs majeurs de l'opposition. C'est la liberté politique. Ils choisissent de se mettre à côté. Ils choisissent de jouer à la table, comment on dit là, chaise vide. La chaise vide. La politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Or, ils clament partout qu'ils sont là pour le peuple, mais ils ne veulent pas approcher le peuple, ils ne veulent pas respecter les institutions qui existent, élues démocratiquement. Vous voyez, alors ils s'excluent eux-mêmes, et ça c'est leur propre affaire en tant qu'individus. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que certains gens au pouvoir, ils s'érigent au pouvoir individuel au lieu de considérer l'intérêt majeur. Il y en a ceux qui pensent que les opérations de consultation n'ont donné que l'Union sacrée qui a consulté l'Union sacrée, hormis quelques opposants, selon les autres, Poids-Mouche. L'invitation a été donnée à toute la République, à toutes les forces de la République qui existent, tant de l'Union sacrée que d'ailleurs, qu'ils viennent être consultés. Parce que même des étrangers, des ambassadeurs ont été consultés. Vous voyez. Donc l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée. Et même alors, il a consulté aussi l'opposition. Il y a beaucoup de membres de l'opposition qui ont été consultés, vous le savez bien, et pour avoir l'équilibre, en effet, afin de constituer le gouvernement d'union nationale. Mais M. Harry, c'est que vous dites... Pour ça, nous louons vraiment le président de la République pour cette initiative, parce qu'il a répondu à la volonté du peuple. Par rapport à cette question de la guerre, il faut réunir toutes les forces intérieures, les forces qui acceptent, parce que parmi les forces dans le pays, il y a ceux qui sont en connivence avec le Rwanda. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ces allégations? Voyez simplement leurs expressions. Lorsqu'ils seraient en train de dire que voilà, les M23, c'est une aubaine pour la RDC. Vous faites allusion à qui? À Kabila, à Joseph Kabila. C'est clair, c'est connu de tout le monde. La raison pour laquelle vous n'aviez pas voulu envoyer une invitation non, on n'a pas voulu. Tout le monde a été invité, y compris le PPRD. Non, c'est pas ce que Ferdinand Kambere, secrétaire permanent. Ça l'engage lui. Moi, ça m'engage ce que j'ai dit. Eh bien, tout le monde a été invité, tout le monde qui s'est présenté a été consulté. Le PPRD n'a pas voulu, je vous ai dit. Ils choisissent la politique de la chaise vide. Alors, M. Henri, ils ne choisissent pas de marcher selon la volonté du peuple congolais. Vous en parlez, M. Henri Paul, vous en parlez, mais vous êtes en train de vous adresser à tout un peuple qui est en train de vous regarder. Oui. Est-ce qu'un peu de la franchise, vous avez suivi avant même la convocation de ces consultations politiques, les amis de l'opposition, justement, les grandes figures, comme on les appelle, dire que les règles du jeu n'ont pas été au rendez-vous, étant donné que le président de la République, d'après eux, c'est lui aussi le problème. Est-ce que le cadre était déjà bien posé justement pour que le terrain soit propice à tout le monde? C'est là qu'il n'y avait aucun problème. Non, le cadre est formel. Ça doit être un cadre formel et non informel. On a une institution appelée la présidence qui est formelle, qui est officielle, qui est légale. N'est-ce pas? C'est une des institutions, la plus haute institution du pays, qui a ce devoir-là en tant que garant de la nation, garant de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale. Donc, il a revenu au président de la République de convoquer. Okay? Donc, le cadre est légal. Est-ce que vous êtes et toute personne devrait se ranger dans ce cadre-là. Celui qui ne voulait pas, donc il ne reconnaît pas le président de la République comme chef de l'État, comme président élu démocratiquement, et donc il s'exclurait lui-même. Voyez? Monsieur Henri, est-ce que vous êtes en train de nous parler de la réalité ou bien... je vous parle de la réalité. Est-ce que vous êtes fier de la manière dont les consultations se sont terminées aujourd'hui? Oui, je suis. Ou bien c'est je suis fier. De votre ego que vous dites qu'au moins c'est terminé? Non. C'est-à-dire que même après la fin de consultation observée il y a peu, eh bien, les voix existent encore pour s'exprimer.
Néanmoins, formellement, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc, mais sinon, quelqu'un qui voudrait encore s'exprimer, il est toujours le bienvenu. Alors, les cadres existent, les schémas existent pour dire ce qu'on pense, pour proposer les voies et moyens afin d'endiguer cette crise, cette guerre injuste qui nous vient de l'étranger. Honnêtement, qu'est-ce que l'Union sacrée n'est pas à même de faire, d'où qu'il faille élargir le champ en appelant les uns et les autres. Pourquoi vous ne vous assumez pas par rapport à la situation sécuritaire à l'Est? Il faut savoir que l'Union sacrée ne représente pas tout le peuple congolais. Oui, évidemment. Vous avez été élu à plus de 73%. Tout à fait. On suppose il que reste vous avez la quasi-totalité. C'est toujours de la 73%, ce n'est pas 100%. Vous voyez? Donc, il est clair que, au regard de cette guerre injuste qui nous a été imposée et qui est une sorte, je dirais, une surprise qui n'était pas planifiée, n'est-ce pas? Donc, l'Union sacrée, avec le président de la République, devrait, n'est-ce pas, ménager toutes les stratégies possibles afin de mettre fin à cette histoire-là, ce qui n'était pas aussi facile parce que des ingrédients sont multiples. Il y a des enjeux d'ordre international qui interagissent en faveur. Un réveil tardif. C'est maintenant que l'Union sacrée a compris que la maison est appelée. C'est votre opinion. Néanmoins, nous avons pris la chose à son temps. À son temps. Mais c'est costaud et il demande des moyens encore plus costauds. Et c'est pourquoi vous avez vu notre président de la République ménager tous les efforts possibles pour mettre à niveau notre armée, et vous l'avez vu aussi au front sur le plan diplomatique, et il a tout fait et je crois que les fruits sont visibles. Donc vous reconnaissez que dans l'opposition, on peut aussi attendre quelque chose de mieux? Si, c'est vrai, nous l'attendons aussi d'eux. Ils sont aussi des compatriotes, ils peuvent apporter beaucoup, ils peuvent apporter encore un plus sur ce que... De l'énergie qui manquerait à l'Union sacrée. Il n'y a pas de problème, ils sont toujours les bienvenus parce que nous sommes en démocratie. On n'exclut pas les opposants, on les accepte très très bien, mais pourvu qu'ils respectent les institutions établies. Alors, vous voulez qu'il y ait cohésion nationale, un gouvernement de cohésion nationale. De l'autre côté, il y a certains opposants qui se sentent un peu... torturés, c'est des insultes, des propos pas très bien calibrés à l'endroit des opposants. L'affaire Lukangalozo vient de résurgir. Pensez-vous que vous avez vraiment besoin de ces opposants-là, à vrai dire, ou simplement c'est une façon de tromper la vigilance? On a vraiment besoin d'eux. Néanmoins, la justice aussi doit dire son mot par rapport à la gouvernance. La gouvernance actuelle, la gouvernance passée, ils ne sont pas exempts des mauvais actes qu'ils auraient commis lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et donc la justice fait son travail en même temps, parce qu'on ne va pas dire au nom de la cohésion nationale, on met à côté la justice. Un pays qui n'a pas de justice, n'ira nulle part. Vous voyez, on risque de coopter encore parmi les opposants, parce qu'ils étaient au régime passé, ils deviennent opposants aujourd'hui, et pour pouvoir cacher les retards de gestion, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance qu'ils auraient commis autrefois. Donc, nous avons besoin des bons, des honnêtes hommes, de sincères et qui sont respectueux des lois. Comme ceux de l'Union sacrée. Ils Évidemment. sont honnêtes? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a ceux qui ne sont pas honnêtes. Et il y a beaucoup qui viennent des anciens régimes. Oh, mais oui, vous en faites partie aussi, non? Bien sûr, je vous l'ai dit, mais il n'y a pas à cacher. Il n'y a pas à cacher, nous venons... Vous êtes des modèles, AFDC est modèle. Modèle totalement. Oh. L'AFDC, c'est un parti respectueux, parce qu'à la tête, il y a quelqu'un qui est bien respectueux, qui se respecte, qui est honnête, qui est loyal, qui est fidèle, et qui ne trahit jamais le pays. Et nous suivons les rythmes. L'AFDC ne trahit jamais le pays. Vous le savez vous-même, vous avez des exemples palpables. Bahati, on l'a nulle part dans les malversations financières et autres, le détournement des deniers publics, nulle part de tout ce qu'on a cité depuis qu'il est aux affaires. Il n'est pas dans des malversations, vous ne l'avez jamais entendu appeler en justice, c'est pour ça.
Donc c'est presque un saint. Il est beaucoup cité. Il n'est pas saint, nous ne sommes pas des saints, nous sommes des pécheurs, mais nous devons nous convertir. Alors, parce qu'à la même question, M. Henri Paul, vous dites qu'aujourd'hui, vous voulez que tout le monde vienne à la table. Malheureusement, nous avons comme impression qu'il y a la chasse sorcière, justement, du point de vue... D'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit, en venant au pouvoir, qu'il ne devrait pas fouiner dans le passé. Malheureusement, aujourd'hui, avec Bukanga Lonzo, c'est plus de 5 ans après, même Matata Ponyo est toujours traqué. On a vu les membres de PPRD, M. Chadari et les autres être inquiétés, appelés à tout moment. Mais est-ce que vous pensez qu'avec toute cette situation, on voit Moïse Katumbi être exilé, Joseph Kabila qui peine à rentrer au pays? Mais avec qui voudriez-vous faire la paix? Je crois que vous, les journalistes, vous n'êtes pas tellement objectifs. Comment ça, nous ne sommes pas objectifs? Ce ne sont pas des faits. Vous parlez de ceux qui ont géré hier, n'est-ce pas? Pour la plupart, n'est-ce pas? Mais ce sont ceux qui sont traqués, qui sont dans l'opposition, M. Henri. Ils ne sont pas traqués parce qu'ils n'ont rien fait, tout ça, on les traque pour rien. Non, c'est la justice qui fait son travail. Pourquoi seulement maintenant? Oui, parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment. En effet, la justice n'a pas du temps. Il s'exprime au moment où cela est possible. Oui, parce qu'en effet, vous êtes aujourd'hui milliardaire, alors que vous aviez un salaire de 2500 $. Vous devez justifier, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. On ne va pas continuer éternellement à supporter le mal, parce que le peuple attend voir combien il peut aussi bénéficier de cette richesse que le bon Dieu nous a donnée, mais qui apparemment se trouve entre les mains de certains individus. Vous voyez tous les gisements sur le Copper Belt, n'est-ce pas, qui appartenaient jadis à Sodimiko, dont je fus gestionnaire. DGA, vous vous souvenez, j'espère bien. Eh bien, où sont-ils passés? N'est-ce pas que les gouvernements passés, les pouvoirs anciens de Kabila, a tout cédé à des étrangers? D'où vous venez? À des villes pris. Je sais, je l'ai dit, je l'ai toujours clamé ici. Je l'ai toujours dit. Et je continuerai à le dire parce que c'est un génocide étatique. C'est un génocide des richesses du Congo. On a décapité le Congo de toute sa richesse sur le Copper Belt et tout alcoolisé par ailleurs. Vous voyez, et tout ça, parce qu'il n'est plus au pouvoir, il ne faut pas les poursuivre. Non. Je pense que moi, j'encourage. C'est aujourd'hui qu'ils avaient trouvé l'opportunité d'en parler, pendant que vous en bénéficiez aussi. Non, je suis clair avec moi-même et nous avons lutté pour que cela n'ait pas lieu, mais ça a eu lieu à cause de la force, n'est-ce pas, du pouvoir dictatorial qui sévit à l'époque de Kabila. Il a saigné le pays en blanc. Nous sommes pauvres aujourd'hui. Vous-même, journaliste, vous êtes pauvres. N'est-ce pas? Le peuple est dans les lamentations de tous les jours. La richesse est partie entre les mains des étrangers à vil prix. À vil prix. Mais vous voyez Fachi qui arrive aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il n'a rien à gérer. Il rend compte que tout est déjà entre les mains des Chinois. Et ça, vous trouvez normal? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un sur les médias qui peut vous dire tout haut la vérité. Et bien d'autres que je ne sais pas dire maintenant, je le dirai à temps opportun de ces mauvais contrats qui ont été signés là. Hein, des accords cachés et qui ne paraissent même pas dans les annales de l'État. Hein, et qui sont entre les mains des étrangers. Les étrangers ont même vendu aussi à d'autres étrangers pour faire perdre les traces. Et vous ne voulez pas qu'on poursuive tout ça parce qu'ils sont de l'opposition? Non. Il faut être objectif avec nous-mêmes. Fachi est arrivé au pouvoir, ils avaient déjà saigné le pays en blanc. Alors, et donc, il faut qu'ils se battent pour recouvrer les biens de l'État. Revenons justement par rapport aux consultations politiques. Aujourd'hui, nous avons comme impression que le peuple est perdu parce que nous sommes sur plusieurs processus. Nous avons été dans le processus de Nairobi, qui jusqu'à aujourd'hui, il y a des fumées. Nous venons de Luanda, ça n'a rien apporté. Il y a ce processus de Doha aujourd'hui.
on ne connaît pas tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il y a la Cinco également qui est en train d'entamer le processus en ce qui concerne le pacte social. Et vous aussi, pour pouvoir court-circuiter toutes ces démarches de paix-là, vous avez initié la consultation politique. Aujourd'hui, le pays, où sommes-nous exactement et d'où viendra la solution? Vous dites que vous nous jugez, que nous sommes en train de coupe-circuiter les processus. Non. Réfléchir. On ne coupe-circuite rien du tout. On est en train de faire ce qu'il faut faire. Nous sommes dans notre pays, nous sommes un pays souverain. Nous ne dépendons pas de l'extérieur. N'est-ce pas? Et donc, en tant que garant de la nation, le chef de l'État doit s'assumer. Et à l'intérieur, il faut chercher des solutions aussi intérieures. Avec l'extérieur, on cherche aussi des solutions pour autant que ça va nous apporter, n'est-ce pas, une lumière. Est-ce qu'on n'est pas un peu perdu là? On ne comprend plus rien maintenant. Non, c'est-à-dire que les enjeux politiques ne sont pas facilement maîtrisables par le commun des mortels. Okay? Les populations suivent, mais ils se demandent où est-ce qu'il faut se confier. Non, il faut se confier à nos autorités à qui nous avons fait confiance lors des élections. Il faut se confier à ça, parce que Fachi, moi personnellement, je l'admire. C'est vraiment un patriote avéré. Ce n'est pas le critère de personnalité dont on a parlé ici. J'ai parlé de moi, Henri. Je ne l'adore pas. J'adore un seul Dieu. J'apprécie la gouvernance de Fachi qui a résisté à l'invasion rwandaise. À Dommage, tout bord. nous y sommes. Nous y sommes évidemment parce que c'est un coup. C'est un coup qui est monté de toutes pièces, non seulement avec le Rwandais, mais avec des forces multinationales derrière le Rwanda. Vous voyez, c'est pas facile parce que nous étions comme un peu en retard, n'est-ce pas? On a été surpris, bien que nous savions que le Rwanda, c'est toujours quelque chose qui doit toujours nous éveiller, qui doit toujours nous surprendre. Mais est-il qu'ils sont sérieusement soutenus par les multinationales étrangères et nous ne comptons que sur nous-mêmes. Donc, cela veut dire que nous devons être conscients à réorganiser la gouvernance dans le pays, et c'est le pourquoi des consultations, pour dire peut-être nous avons des failles, que d'autres gens, d'autres compatriotes nous disent quoi à propos de notre gouvernance qu'on doit améliorer, ou peut-être qu'il faut se mettre ensemble avec tout le monde pour pouvoir mettre en place un gouvernement vraiment d'union nationale qui va faire face effectivement, réellement contre l'invasion rwandaise. Peut-être la dernière question avant qu'on ne passe à d'autres thématiques. Tout attend à ce qu'il y ait réduction de la taille du gouvernement par rapport à l'équipe attendue. Selon vous, l'idéal serait d'avoir combien d'animateurs au sein du gouvernement? Bon, je ne saurais pas dire combien directement, mais la taille ne signifie pas que c'est bon ou c'est pas bon. Non, je crois qu'il faut être stratégique. Il faut être stratégique, il faut tenir compte des uns et des autres, n'est-ce pas? Mais aussi tenir compte de la vie nationale. Tous les secteurs de la vie nationale doivent être pris en charge, n'est-ce pas? Tous les secteurs de la vie nationale. Et je prends par exemple le secteur de l'énergie. Par exemple, doit y avoir un ministre et un vice-ministre. Je prends le ministère de Pétentique, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Armée, la sécurité, les forces armées, la sécurité. Tous les secteurs doivent être pris en charge et être chapeautés par un ministère, un vice-ministère, de vice-premier ministre, un premier ministre. Dans le but de ne pas frustrer les uns et les autres, oui, c'est ça la stratégie? Non, c'est pas ça, pas seulement pour frustrer les uns les autres, mais pour tenir compte de tout le monde et tenir compte de la vie, de la gestion de la vie publique de tous les pays, n'est-ce pas? Parce que l'objectif ultime de ce gouvernement, c'est de se mesurer à la guerre et foutre dehors, bouter dehors. Les warriors. On n'en parle plus, hein. Il n'y a plus de warriors. Non, mais évidemment, il y a eu des warriors. Tout ce temps, ici même, avant Kabila, il y avait aussi des warriors, tout ça. Ce ne sont que des termes politiques, mais l'essentiel, c'est la bonne gestion, la bonne gouvernance. Monsieur Henri Paul, vous parlez comme monsieur tout le monde, alors que vous êtes dans la gestion. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler du gouvernement d'union nationale? Vous souhaitez que ce soit un gouvernement stratégique, du moment où nous savons que l'Union sacrée qui a consulté, la plupart des membres de l'Union sacrée sont dans la gestion aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. Vous avez consulté les opposants dont nous connaissons leur gestion par le passé. Avec la figure actuelle,
finalement, on ne va pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Non, vous avez les mêmes têtes, les et puis peuples, les mêmes personnes, nous connaissons la comment population, les leaders politiques ont souhaité qu'il y ait cette cohésion intérieure, qu'il y ait ce dialogue entre Congolais pour pouvoir recruter, n'est-ce pas, prendre compte des avis des uns et des autres. Mais ce sont les mêmes qui sont revenus, monsieur. Est-ce que on n'a pas encore proclamé ce gouvernement-là. On n'a qu'à voir quand même. On va voir. Soyons patients, ça va sortir. Il y aura des opposants, il y aura des gens de la majorité présidentielle, sûrement parce que c'est un poids politique qu'il faut respecter, qui est là-dedans. Il y aura tout le monde. Il y aura même des gens de la société civile, je peux vous informer, qui seront aussi là-dedans. Merci bien. Donc c'est impératif. C'est impératif, il faut passer par cela. La guerre nous a été imposée. Fachi se mesure très très bien. Et bientôt, il sera là. Bientôt, demain, jeudi, après-demain, il sera là. Ah, vous en parlez déjà? Il vient faire quoi ici à Lubumbashi? Ah oui, Lubumbashi, c'est une province, disons, au Katanga, le Grand Katanga. C'est une grande province, une province atypique, une province politique, une province intellectuelle, universitaire et tout. Et donc, la population, l'agglomération ici de la population, la démographie est tellement galopante ici, donc le peuple se trouve ici. Et ici, Fachi a été élu à 44%, imaginez-vous. Et donc, il tient ici une très bonne représentation de la population et il s'est dit, ben, il vient pour des inaugurations, Expo Béton et tout, mais il vient voir la population. Il vient dire un mot. Il vient apporter un plus à la population. Un plus, il vient apporter un message à Lequel? la population. Mais bien sûr, on est dans le contexte de la guerre, n'est-ce pas? Eh bien, le peuple veut voir ses leaders charismatiques, n'est-ce pas, qui se mesurent très bien face à la guerre, face aux invasions rwandaises et tout. Eh bien, on veut l'écouter. On veut que les leaders nous orientent. Parce qu'au sein de la population, n'est-ce pas, il y a des mauvais propos qui sortent d'ici et là, des anciens caciques, n'est-ce pas, qui ne cessent de dire non, c'est mieux le M23 que le gouvernement. Ça ne nous fait pas du tout peur, parce que nous nous mesurons, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que le M23 a Bukavu totalement, ou qu'il a Goma totalement. Vous suivez les réseaux, n'est-ce pas? Vous sentez comment les FARDC, les Ouazalendo sont en train de les dérouter par-ci, par-là, dans certaines contrées. Vous suivez. Donc on n'a pas peur de ces gens-là. On n'a pas peur. Pour autant que sur le plan diplomatique, on a déjà coupé les ponts au Rwanda par rapport aux ventes des minéraux dont il n'est pas producteur. Vous voyez, il n'a plus d'argent. Il faut maintenant cueillir l'argent à l'intérieur de la RDC. C'est pourquoi les AFC M23 commencent déjà à percevoir des impôts. Ils s'érigent en potentats. Là où ils ne sont pas officiellement reconnus, là où ce sont des rebelles. Mais il faut les déloger carrément. Oui, ça va venir. Ça va venir. Ne vous en faites pas. En combien de temps? La stratégie ne nécessite pas la précipitation. Ok? La stratégie est là. On y va mollo mollo et je crois que le président va nous en dire plus. La riposte promise par le chef de l'État s'est fait attendre. La riposte rigoureuse et stratégique, telle qu'il avait dit le chef de l'État contre cette invasion. Vous voulez le voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voulez le voir maintenant. Mais la population souffre. Non, on est en train de ce tuer n'est à pas. Bukavu, monsieur Henri. La population n'a pas commencé à souffrir aujourd'hui. La population n'a pas commencé à souffrir aujourd'hui. Donc, on doit rester comme ça. Et vous comprenez la souffrance. Vous comprenez pourquoi les anciens régimes, les anciens présidents et tout, Kabila et ses frères et ses amis tiennent à ce que Fachi quitte le pouvoir parce qu'ils se sentent maintenant menacés dans leur richesse acquise malicieusement. Comment ça? Oui, mais je venais de vous parler des témoignages ici, non? Ils se sont fait des milliardaires sur le dos de la population, n'est-ce pas? Maintenant qu'ils sentent que Fachi fonce sur le plan de la justice pour les découvrir, pour les mettre dehors, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, ils commencent à monter et à concocter avec les M23, les AFC, etc. Donc, il faut comprendre, c'est pas pour rien. On n'en veut pas, on n'en veut à personne. On n'en veut à personne, mais la loi doit faire son travail. La richesse du pays doit rester au pays, doit rentrer. Ça ne doit pas rester entre les mains d'un individu qui s'érige à un petit roi, qui a des gardes, des armées avec lui dans ses fermes, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Et tout ça, les peuples doivent le savoir. Vous pensez qu'il constitue un danger, selon vous? Il est un danger
Je ne sais pas, je n'ai pas de qualificatif. Il est un danger terrible pour la RDC. Je vous l'ai dit, il est un danger terrible. Il faut voir comment il gesticule par-ci, par-là, y compris même son épouse. C'est un sénateur à vie, mais chef de N'importe l'État quoi, quand même. n'importe quoi. Chef de l'État. Il reste citoyen de ce pays et doit subir la loi de ce pays. Il doit subir la justice. Il le doit. Il n'est pas exempt de la loi. Donc vous pensez que Joseph Kabila ferait objet de poursuites judiciaires? Même à la CPI, il doit y aller. Ah bon? Oui, mais beaucoup de tueries sont à sa charge. Beaucoup de tueries, beaucoup de morts dans ce pays sont à sa charge. La justice, Constant Moutamba n'a pas dit ça, hein? Récemment dans sa sortie médiatique. Moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Et quand vous le dites, vous avez des preuves. Non, nous sommes en train de constater, nous tous, pendant son règne, combien de morts on a compté. Il était le chef de l'État, le garant de la nation. Et actuellement, il n'y a plus de morts. Non, mais les morts viennent du M23, soutenus par lui et ses compères. Donc c'est ça. Ce pouvoir est immaculé, jusque-là. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai même pas dit à aucun moment. Nous sommes des humains. Nous avons des erreurs, mais nous faisons tout pour faire mieux et davantage. Monsieur Henri Paul, la RDC a 26 provinces. Mais généralement, lorsque nous pouvons compter, ce n'est pas mauvais que le chef de l'État vienne souvent à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, au niveau de Luanaba aussi, et ainsi de suite. Mais pourquoi, quand est-ce que le chef de l'État serait dans d'autres provinces? Je n'ai pas son agenda. C'est vrai que son agenda est compliqué, mais est-ce que vous, de l'Union sacrée, ça vous fait du bien de voir le chef seulement être concentré dans un seul coin de la République? Non, il n'est pas seulement ici, il a été plusieurs fois à Bukavu. Il a été plusieurs fois à Goma, il a été plusieurs fois dans les provinces. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas à moi de juger son agenda. Nous souhaiterions qu'il soit partout. Et je crois qu'il a sa stratégie pour aller partout. Son agenda, toi et moi, on ne connaît pas. Donc. Alors, je m'excuse justement, mais si vous dites cela, ce n'est pas justement par rapport à son agenda. Il y en a beaucoup d'autres, surtout beaucoup plus dans l'opposition. On dit que, par le fait que jusque-là, les routes restent beaucoup pénibles partout à travers la République. Le chef voudrait bien être déjà là où ça a été déjà bien fait et il ne veut pas aller là où il n'y a plus du courant, et ainsi de suite. Non, vous savez, vous parlez... Les provinces non viables de la RDC. Non, non, je crois qu'il y a des efforts fournis pour que chaque province ait des infrastructures viables. Et vous connaissez le projet de développement des 145 territoires. C'est un projet initié dont on ne parle plus. Non, non, oui, évidemment. L'évolution est... Vous ne pouvez plus le sentir aujourd'hui, étant donné la guerre qui nous est imposée. Bien sûr, la guerre est là, elle est évidente. Et que donc nous devons nous mesurer maintenant à la guerre. Et en même temps, nous devons les infrastructures et tout ça, le bien-être de la population. Donc c'est une équation, mais pas une péréquation. C'est une équation qu'on va résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais la priorité maintenant, c'est d'abord la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, etc. On ne vous entend plus parler de cette démarche de changement de la Constitution ou modification. On va y revenir. Où en êtes-vous? N'est-ce pas que je vous avais dit ici que changer la Constitution, ce n'est pas la fin du monde. Même la Bible a été amendée plusieurs fois. Même la Bible, la parole de Dieu. Oui, plusieurs années, il a été amendé, il a été ajouté. Amendé. Mais oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous avez des versets bibliques comme ça qui sont amendés? Non, c'est pas. Vous parlez des traductions et ainsi de suite, la parole de Dieu n'est pas. Y compris les traductions, y compris les ajouts qui ont intervenu au fil des années, au fil des siècles. Par les humains, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez? L'écriture sont les humains, c'est pas l'esprit qui avait écrit. C'est les gens inspirés par les Saint-Esprit. À quand la relance de la démarche modification de la Constitution? La population vous attend. Je vous ai dit que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité et l'intégrité territoriale. On met de côté d'abord. On ne met pas à côté. Vous ne devez pas entrer dans les secrets de Polichinelle. Hein. Non, mais ce n'était pas un secret, c'était annoncé avec brio. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on est d'abord dans la guerre. Et les autres objectifs et les autres projets sont aussi en cours. Mais nous mettons d'abord le paquet sur le plan de la sécurité nationale, afin de sécuriser d'abord le pays pour bien travailler. Ça revient, je vous allais dire justement par rapport à ça, vous aviez dit que c'était la Constitution qui aurait freiné, empêché au chef de l'État de faire beaucoup de choses. Et oui, c'est vous clair. continuez à dire la même chose. Cette Constitution contient beaucoup d'hiatus. Beaucoup d'hiatus. Même la guerre que nous vivons aujourd'hui a été planifiée même dans cette Constitution. Oui, mais vous n'êtes pas informé. Mais bien sûr, il faut lire.
Il faut lire lorsque, dans cette constitution, je ne sais plus si c'est l'article 217, 220 ou quoi, quelque chose comme ça, où il est dit clairement que pour la paix dans la région des Grands Lacs, le pays cédera une portion de son territoire. Au nom de la paix. Au nom de la Mais nous paix. ne sommes pas dans cette circonstance-là. C'est ce que je suis en train de vous dire. La RDC n'a pas concédé. Non, jamais on ne peut pas céder les territoires, une partie du territoire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut changer. Il faut changer parce que là, ceux qui l'ont mis là-bas, ceux qui ont mis cet aspect, donc cette disposition dans la Constitution, c'est en vue de la cession. Parce qu'ils étaient déjà là, des anciens caciques, où il y avait des Rwandais déjà. Des Rwandais qui voulaient avoir une partie du territoire, 300 km² dans notre pays. Alors ils ont déjà mis ça dans la Constitution. Parce que c'est eux, ce n'est pas une constitution du peuple congolais. C'est une constitution qui a été établie élaborée et voilà, mise à musique par les belligérants à l'époque. Donc cette constitution a été négociée avec des gens en armes sur la table. Mettez ça, mettez ça. Ne mettez pas ça, mettez ça. Avançons alors. Regardez, mais aujourd'hui, là, les conditions que les M23, AFC ont données au niveau des Doha, là, hein, pour dire que si ceci est observé, nous allons accepter de cesser la guerre. Vous imaginez? Ils disent déjà là-dedans que pas de poursuites judiciaires. OK? Après avoir tué des Congolais. Parce que ceux-là qui ont été tués, eux ont le droit de mourir. Et eux ont le droit de tuer. Ce sont des criminels. Et la loi nationale, la loi internationale, poursuivra ces gens-là. Et là, Fachi n'acceptera jamais. Moi, personnellement, je n'accepterai jamais qu'on dise que voilà, ceux qui ont tué soient exemptés, n'est-ce pas, de leur faute là-bas pour la paix. Mais qui a amené cette histoire de la guerre? N'est-ce pas eux? Et pour autant, ils ont le droit de tuer les gens. Monsieur Henri Depaul, aujourd'hui, vous tenez toujours, vous allez y revenir justement en ce qui concerne le changement de la Constitution. Et Olivier Kamitatou, aujourd'hui, vous propose également le fédéralisme du pays. Donc, vous dansez tous. Vous comprenez, il est opposant, n'est-ce pas? Il est opposant. Mais il propose le fédéralisme. Or, le fédéralisme n'est pas dans notre Constitution. C'est qu'il propose en effet de changer la Constitution. Donc, il vous rejoint ou bien c'est vous? Il nous rejoint. Vous jouez tous, vous êtes dans la même. Il nous rejoint. C'est-à-dire, quand on changera la Constitution, on tiendra compte des valeurs qui nous unissent et pas des valeurs qui nous divisent davantage. Vous voyez? Et nous sommes dans un régime présidentiel, semi-présidentiel, n'est-ce pas? Et de l'unitarisme. Nous devons, parce qu'à tout moment, le pays est en voie d'être passionné par les intérêts égoïstes étrangers. Nous ne devons pas céder à ça. Moi aussi, mon point de vue, c'est qu'on reste un pays uni avec un président de la République et des gouvernements. Alors, nous sommes en train de chuter. Un mot par rapport à l'opération Dobo qui a été lancée il y a peu par le VPM de l'intérieur ici à Lubumbashi. Comment vous trouvez cette démarche? Non, c'est vraiment très important qu'on puisse mettre en place plusieurs stratégies pour mater et dénoyauter tous ces réseaux de criminalité urbaine qui sévit aussi à Lubumbashi, à Kinshasa et partout. Au fait, c'est depuis que cette guerre a commencé que aussi l'insécurité urbaine a pris des ampleurs. Vous comprenez les liens qui existeraient avec les tenants de la guerre avant qu'il n'entre dans une contrée quelconque, dans une province. Eh bien, il y a toujours de l'insécurité qui commence à se vivre par-ci, par-là. Ils en sont auteurs. Et c'est pourquoi nous, Union Sacrée, au travers le VPM de l'intérieur, eh bien, en concours avec le gouvernement, le président de la République, on a ménagé, on a dit, voilà, il faut créer des stratégies pour pouvoir bouter dehors tous ces bandits-là et les mettre en prison. Et c'est le pourquoi il y a plusieurs bandits, après leur arrestation, quelques jours plus tard, on le revoit selon les témoignages des uns et des autres. Pensez-vous que ça encouragerait la population à dénoncer? Ça reste à vérifier. Bon, vous n'avez jamais entendu parler de ça? J'ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas encore vu de cas concrets.
Néanmoins, ce serait possible, n'est-ce pas, avec la corruption et tout, ce serait possible. Mais nous devons nous mesurer à tout ça. La bonne gouvernance aussi suppose que nous devons prendre en charge la sécurité sérieusement, parce que le peuple a besoin de sa quiétude et de son bien-être. Est-ce que ça va être facile? Voilà. Parce que c'est très facile parce que la police est en sous-effectif, pas de moyens de mobilité. On doit mettre des moyens. On doit mettre des moyens pour ça. On doit mettre des moyens pour la police, non seulement les effectifs, mais aussi leurs salaires, mais aussi pour les militaires. Merci. Mais aussi leur alimentation, leurs cantines militaires. Ce sont nos propositions à l'Union Sacrée. Donc j'espère. Monsieur Henri Despaul Igouabi, nous rappelons que vous êtes au cadre de l'AF2C, parti cher à l'honorable Bati Lukwebo. Nous vous disons merci. Vice-coordonnateur de l'Union Sacrée au Katanga. Merci pour cette précision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. J'espère que j'ai vraiment répondu. Ou s'il y a encore d'autres questions, si vous n'avez pas de questions, c'est-à-dire que vous avez été satisfait. Le temps nous fait défaut. Prochainement, nous ferons appel à vous. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup à monsieur Henri Despaul. Merci. Et merci également à tous nos amis téléspectateurs. Merci à toute la population qui nous suivent et que nous les appelons. Je les appelle au nom du gouverneur Jacques Aboula Katoué de venir jeudi matin, qu'on soit à l'aéroport sur le boulevard Moussiri pour accueillir notre camarade, notre confrère, disons notre compatriote plutôt, Fachi, Félix. Merci pour ce message. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci beaucoup. Merci.